Micro coupé, je recommence. Amis du café, amis du camp du café, amis de la police, amis de la préfecture de police. Bonjour, nous sommes le 20 juillet 2022 et enfin, après 3 ans de règne de Didier Lallemand, c'est le pot de départ. Ça y est, il part, il se casse. Il se casse, il va à la retraite, on croit savoir. Il va être remplacé par Laurent Nunez, très défavorablement connu de nos services, lui aussi. Bon, bref, on va parler de ça. Salut les amis du bon camp, salut Jamé, salut Martoni. Oh non, ami du thé, non, 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 le thé c'est allez sur d'autres chaînes, hein. Ici c'est café, café, café. Bonjour JB Fox, bonjour infiniment et merci infiniment à Glodioman et Robin qui, encore jusqu'à minuit, 1 heure, on a essayé de faire des réglages. La box a dormi débranchée, la box a subi la sobriété énergétique. Le thermomètre est descendu. J'espère qu'il n'y aura pas de surchauffe aujourd'hui. Il n'est pas question qu'il y ait de surchauffe puisque nous avons deux invités de marque, dont l'un se racle la gorge. Donc vous l'entendez pas, mais moi je l'entends. C'est assez désagréable, mais c'est une technique d'avocat. Il se racle toujours la gorge avant de prendre la parole. Et là, ils sont en train enfin, il y en a un des deux qui est avocat, là, il s'appelle Alimi Arié, très, 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 très défavorablement connu à la fois de Didier Lallemand et de nos services, hein, faut bien le reconnaître. C'est bingo à chaque fois. Donc là, il se racle la gorge, il se chauffe la voix, tandis que je vois que Raphaël Rémy Leleu, conseillère de Paris, a un mug qui, à mon avis, fera date dans l'histoire d'Opost. Attention les amis, je vous mets à l'antenne. Raphaël. Alors, on n'a pas bien Salut vu tout le le mug. monde. On n'a pas bien Ah, vu le mug. Hop, voilà. Woman Power, ça commence. tout de suite. Bonjour Madame la préfète. Ah, si seulement. Bonjour. Bonjour Raphaël. Alors Ariel Imi, euh, on le connaît puisque bon, c'est un peu comment dirais-je, notre partenaire privilégié, notre partenaire premium hein, de Poste. Hein, il est là tout le temps. Avocat enfin, officiellement, il est avocat, voilà, c'est ça. Et c'est l'emmerdeur numéro un des emmerdeurs numéro un de Didier Lallemand sur les plateaux télé, dans les prétoires, etc. Toi, Raphaël, tu es conseillère de Paris. Tu es aussi la cheftaine des écolos Île-de-France. Et tu as bataillé. Non, c'est pas ça? Non, je suis juste porte-parole. Oh, commencez pas les verts. Ah, ouais. Merci les invités. Dites-moi, est-ce que vous entendez bien dans le chat? Dites-moi si tout va bien, le son, l'image. J'ai besoin d'avoir vos retours. Et toi, Raphaël, j'ai écrit plusieurs fois pour annoncer cette émission que tu as bataillé pendant 2, 3 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans là. 2 ans, avec Didier Lallemand. Il faut expliquer, en fait, parce que c'est une partie de la préfecture de police qu'on ne connaît pas, c'est que le préfet siège au Conseil de Paris. Il est invité, en fait, hein, c'est ça. Alors même un peu plus qu'invité, parce qu'en fait, à la fois la loi Paris-Lyon-Marseille, qui gère le statut de la ville de Paris, mais aussi le règlement du Conseil de Paris, prévoit que le préfet de police soit là pour une raison très simple, c'est que la ville de Paris abonde et cofinance le budget de la préfecture de police. Donc il est censé être là pour répondre à nos questions d'actualité, par exemple, pour les sujets qui le concernent, notamment l'exercice partagé des compétences de police sur le territoire parisien, et pour présenter ses délibérations. Alors, sauf que Didier Lallemand, il a tendance à être là quand ça l'arrange, et uniquement quand ça l'arrange. C'est-à-dire, Bah, raconte-nous, là, c'est-à-dire... il faut nous raconter comment ça s'est passé, Ah, ça pourquoi y il y est, a... on peut tout dire. Ah, ben non, mais là, c'est parti, c'est bon. En fait, le statut de la préfecture de police de Paris, c'est un truc très étrange. En fait, la préfecture de police de Paris n'a pas de statut en tant que tel, c'est le préfet de police qui a un C'est ça, statut. Enfin, c'est c'est ça. vraiment une incongruité démocratique, c'est un vrai souci. Et ça, Et ça date de Napoléon, en fait. ouais, ça a commencé à être codifié sous Napoléon. Et le problème, c'est que du coup, moi j'appelle ça le préfet de Schrödinger. Oh, Le préfet est à la fois représentant du gouvernement, du pouvoir de police sur le territoire parisien, et en même temps,
il est aussi, quasiment membre de l'exécutif parisien parce qu'il exerce un certain nombre de compétences partagées qui, normalement, sont des compétences de police municipale. Donc il joue sur les 2 tableaux, membre, représentant du gouvernement et ou, exécutif parisien. Et là, ce qu'il nous a fait en début d'année, c'est qu'il n'est pas venu en Conseil de Paris en arguant du fait que comme il était haut fonctionnaire et préfet de police, il pouvait pas, comme, les autres, représentants du gouvernement, être présent à des manifestations politiques. Ce qui fait que pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne législative, alors Ouais. qu'il y avait plein de soucis, y compris avec la préfecture de police, la gestion de la finale, de l'UEFA par exemple, on ne pouvait pas poser de questions à Didier Lallement, il n'était pas comptable, d'après lui, devant la démocratie parisienne de ses actions. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, en tout cas, c'est le plus récent. Et ça, c'est, parce qu'il faut rappeler la préfecture de police de Paris, c'est Napoléon, hein, on la doit à Napoléon. Napoléon qui voulait mater enfin qui se méfiait du bon peuple de Paris, hein. Bah, il en savait quelque chose parce que c'est quand même un peu grâce au bon peuple de Paris qu'il était là. Enfin bon bref, c'est quand même une spécificité, mondiale, la préfecture de police de Paris. Ou pas? Parce que là, tu viens de parler, par exemple, de Ari Halimi. On n'est pas dans un tribunal, hein, tu peux nous interrompre quand tu veux. Enfin, voilà, tu peux faire tes grands gestes, tout ça, hein. Moi, j'aime bien vous écouter. Vous avez de belles voix et puis vous en parlez si bien de Didier, alors je préfère écouter. Ah, tu l'appelles Didier, toi? Ouais, c'est Didi. Allez, pot Didi. de départ, pot de départ. Allez, on sort le mug. Pot de départ pour Didier l'Allemand. Il y a du monde qui arrive. Didier l'Allemand, préfet de police de Paris. Euh, oui, donc c'est une spécificité depuis Napoléon. Euh, et ce que tu viens de dire, c'est ça aussi depuis l'existence de la préfecture de police, où le préfet a eu un rôle différent le long des siècles. Alors, oui, il y a eu, un rôle, différent selon les siècles. Là et encore quelques années, il a un peu absorbé, en fait, le pouvoir, de police sur des départements de petite couronne et avec l'installation de la zone de défense parisienne, c'est lui qui s'en occupe aussi. Ouais, Ensuite, la préfecture de police, moi je vous conseille, alors s'il y en a qui sont vraiment passionnés par le truc, hein, c'est, la thèse d'Olivier Renaudy qui a été, publiée, sur vraiment, l'histoire et la tension institutionnelle autour de la préf de police. Parce qu'il y a des moments dans l'histoire où la préfecture de police a été supprimée, puis elle est revenue. Enfin, ce qui aujourd'hui est un vrai souci, c'est que cette préfecture de police ne connaît pas de contre-pouvoir. Et ce qui est véritablement unique en France et dans le monde, je crois, c'est que le préfet de police est à la fois à la tête de l'administration, mais il est aussi à la tête de la hiérarchie policière, du fonctionnement opérationnel de la préfecture de police. Et ça pose un vrai problème de partage des pouvoirs, d'équilibre des pouvoirs. Enfin, il est seul maître en sa demeure. Le préfet de police, c'est alors ce qu'on nous a. par exemple, quand on dit du préfet de police qu'il a un poids particulier parce qu'il saurait tout de ce qui se passe dans Paris, il aurait des notes tous les matins. En fait, c'est moins ça que ce que tu viens de dire, qui est moins Bah, sexy, mais qui est en fait, c'est les 2. C'est aussi son statut qui permet ça. Il faut imaginer quand Didier Lallement arrive à la préfecture de police de Paris en 2019, il a une lettre de mission d'Emmanuel Macron. Le premier point, c'est rétablir l'ordre. On est sur un moment extrêmement tendu, pour la préfecture de police de Paris avec les gilets jaunes. Il y a eu, des actes, qu'ils ont considérés comme absolument insoutenables. Et le deuxième point, c'est réformer l'institution de la préfecture de police, notamment en donnant raison à un rapport du Sénat, un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il faut réorganiser tout ça. Et parmi la réorganisation, il y a deux choses qui sont particulièrement frappantes. C'est que la préfecture de police a sa propre direction de police judiciaire et a sa propre direction du renseignement. Donc, Didier Lallement devait remettre tout ça un petit peu dans le cadre général, parce qu'ils ont les dossiers. Moi, j'ai tendance à rajouter le recteur de l'Académie de Paris, parce que c'est lui qui a les dossiers scolaires de tous les enfants, de tous les ministres. Mais bon, ça, c'est une appréciation personnelle. Arié sur l'aspect euh, de fonctionnement de la préfecture de police, parce qu'évidemment, on va parler du maintien de l'ordre, on va parler des violences policières et tout ça, mais là, sur le fonctionnement de la préfecture de police de Paris, c'est quoi ton regard?
Alors, c'est un fonctionnement effectivement très centralisé. C'est une deuxième maison, c'est l'État dans l'État, c'est comme ça qu'on l'appelle, la préfecture de police de Paris. Ils ont une vraie autonomie, hein, c'est ce que disait Raphaël, une très très grande autonomie par rapport au ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, je pense il y a souvent des petites guéguerres entre le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police qui permet quelquefois d'avoir des informations pour les journalistes, pas forcément pour les avocats, mais pour les journalistes, et ce qui permet, dans la lutte qu'on mène contre le caractère un peu autocratique, alors d'ailleurs qu'on retrouve au sein du ministère de l'Intérieur, mais également au sein de la préfecture de police de Paris, ça nous permet d'avoir des moyens de lutte. Donc voilà ce que je peux dire moi sur le fonctionnement de la préfecture de police. Je peux vous donner une anecdote, parce que je ne défends pas que des victimes de violences policières, mais je défends aussi des policiers qui sont harcelés au sein de la préfecture de police. Donc il n'y a pas que la violence ne s'exerçait pas que à l'égard des tiers ou des manifestants ou des personnes qui étaient contrôlées. Elle s'exerçait au sein même de la maison. Il y a eu plusieurs cas de harcèlement dont d'ailleurs le préfet Didier Lallemand a reconnu et maintenu le caractère de harcèlement. Il y a un dossier là, qui va sortir dans pas très très longtemps où on voit un policier de la préfecture pendant 5-6 ans ne pas se voir reconnaître son statut de maladie à la suite de harcèlement de la préfecture. Et on voit Didier Lallemand ne jamais accepter d'exécuter les décisions du tribunal administratif qui reconnaissent sa maladie professionnelle à ce monsieur. Donc, on a aussi, moi j'ai vu un policier convoqué dans une commission de discipline de la préfecture de police de Paris. C'est la première fois que j'ai assisté à un conseil de discipline. C'est assez impressionnant. Il y a une vingtaine de personnes. Il y a les syndicats de police qui sont autour de la table. Les syndicats sont main dans la main, Il y finalement, a, avec la préfecture de police. il y a Peut-être dans certains. il y a les syndicats sur la gauche, il y a Alors, moi, la... c'était sur la droite. Moi, Oui, mais c'était sur la droite. Maintenant, l'ordre de la table peut changer. Sur la droite, j'avais les syndicats majoritairement d'Alliance. Hein, c'était ceux qui étaient d'ailleurs, SGP. c'est uniquement les syndicats enfin, majoritaires, hein. Il n'y a pas les petits Exactement. syndicats. Uniquement les syndicats représentatifs et qui avaient un quota suffisant en termes d'élections. Donc, il y avait majoritairement Alliance et SGP. Main dans la main avec le représentant de la préfecture. Et puis, il y avait pas mal d'administratifs. Il y avait en moyenne une trentaine de personnes. Donc, c'est assez impressionnant quand on rentre au conseil de discipline pour défendre un policier. Et on sent que c'est pas la même ambiance qu'ailleurs. C'est-à-dire que moi, dans un tribunal, j'ai l'habitude d'une certaine, une certaine correction à l'égard des avocats, à l'égard des personnes qui sont jugées. On a un processus qui est respecté. On a des règles qui résultent du code de procédure pénale. Il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. En gros, on respecte les gens qui viennent être jugés. Là, j'arrive avec ce policier, je m'installe, j'allume mon ordinateur. Je fais un peu comme tout le monde parce que tout le monde a son ordinateur allumé devant lui. Et j'ai le droit à des ordres comminatoires du représentant de la préfecture de police de Paris me disant d'éteindre mon ordinateur. Et en fait, ils avaient peur que je sois en train de les filmer. Donc, ils sont dans une véritable paranoïa. Que je les enregistre, ce qui n'est pas forcément mon habitude, encore moins dans le cadre d'une audience disciplinaire. Donc voilà un petit peu les anecdotes que je peux vous donner sur le fonctionnement de la préfecture de police, quelque chose de très fermé, qui crée ses propres règles, hein, y compris des règles différentes du fonctionnement du ministère de l'Intérieur ou des règles générales. Quelque chose d'un peu paranoïaque. Je crois qu'il y a une histoire hein, du renseignement et de la paranoïa qui va avec. Et quelque chose d'extrêmement violent, y compris contre ses propres membres. Donc, pour résumer un petit peu le côté pratique et l'expérience que j'ai pu en avoir. Dans les années 90, il y avait un préfet, Yves Bertrand, qui était assez connu pour noter tout un tas de choses, etc. Et c'est la question que je voulais vous poser. C'est-à-dire que là, ce dont vous parlez, c'est le fonctionnement
de la préfecture en temps normal ou il y avait une spécificité? Puisque maintenant on peut parler au passé, de Didier Lallement, d'après vous? En fait, c'est la seule chose intéressante, je dirais, avec, le bilan de Didier Lallement, c'est qu'il a poussé jusqu'au bout la logique de la préfecture de police et du coup, grâce à lui, on voit à quel point le fonctionnement et le positionnement de cette institution est un problème. Par contre, oui, et il l'a dit dès son arrivée, il a surjoué, le bad cop, le fait de dire, «Je suis pas là pour me faire des amis», le fait de revendiquer d'être brutal, le fait de revendiquer d'être dans la confrontation, dans la provocation. Ce que raconte Arié sur, la gestion en interne de la préfecture de police ne m'étonne absolument pas, mais il l'a fait aussi dans, le positionnement public de la préfecture de police. Il faut se souvenir de cette déclaration: «Madame, nous ne sommes pas du même camp». Faut, Novembre imaginer, de ouais, 2019, ouais. 2019, sur la place d'Italie. Il faut imaginer le degré de mépris de Didier Lallement pour, les institutions parisiennes, la démocratie parisienne, la ville de Paris. Enfin, nous, quand on le voyait siéger en conseil, c'était absolument délirant. Donc c'est vraiment l'alliance des 2, quoi. C'est, le problème institutionnel de la préfecture de police et un exercice de la part de Didier Lallement de la fonction qui a été particulièrement, brutal, autoritaire et méprisant. Alors je crois que Jean Massier est dans le chat, je le salue, hein. Jean Massier, c'est le grand Moi, streamer, politique. Hem, je voulais te dire un truc, David, à propos de ça, Vas-y. s'agissant de la spécificité de l'allemand. Et je vais peut-être déplaire parce que on va penser qu'il faut noircir totalement et complètement le trait de. Mais avant l'allemand, il y avait un autre préfet que l'on pensait, que l'on voyait un peu plus bonhomme. Michel Delpech. Et nous, les dossiers de violence policière, ils commencent pas avec l'allemand, hein. Ils Bien sûr. commencent avec Delpuech, l'usage des LBD et des grenades de manière disproportionnée, notamment à côté des Champs-Élysées, les crânes fracassés, ça commence avec Delpuech. Les ordres, d'ailleurs, il y a des vidéos, hein, des instructions qui sont données pour le maintien de l'ordre et qui sont faites au sein de la préfecture la veille de chaque acte des Gilets jaunes, le vendredi. Et on voit, y compris à l'époque de Delpuech, les instructions qui vont être données par la suite et qui vont se perpétuer avec l'allemand. Donc, c'est quand même, il y a quand même un fond commun entre les différents préfets et donc de la préfecture. Donc, évidemment, le sieur l'allemand a, et ça, je suis totalement d'accord avec Raphaël, a poussé le trait jusqu'au bout, y compris dans la communication, dans le côté je suis un épouvantail. Son rôle, c'est de focaliser les regards. Et évidemment de donner des instructions encore plus lourdes en matière de maintien de l'ordre et de montrer une sorte de côté un peu débonnaire, je m'en foutiste. Il peut y avoir des violences, il peut y avoir des blessés. Je dis des horreurs, comme effectivement on n'est pas dans le même camp. Et on a quand même l'impression qu'il est là pour focaliser les regards et détourner les regards du ministère de l'Intérieur et de l'exécutif aussi. Là-dessus, il l'a même théorisé, en fait, et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai beau être contente que Didier Lallement s'en aille, je crois pas à, en effet, une rupture entre, les différents préfets de police, que ça soit Delpuech, Lallement et même maintenant Nunez. Et puis en plus, c'est pas une victoire, en fait. On n'a pas réussi à le faire partir avant, alors que pourtant il en a fait des choses, dégueulasses, qu'elles soient théorisées ou mises en action, des violences policières jusqu'au maintien de l'ordre. Mais lui, l'Allemand avait vraiment théorisé cet aspect fusible, ce côté, «Je vais être détesté pour que Darmanin et Macron soient moins détestés que moi». Le mec avait vraiment endossé ce rôle de père fouettard de la République à Paris et du coup, il était tellement dans ce rôle-là qu'il n'y avait pas besoin de le faire sauter pour le faire passer pour le méchant flic. C'est pour ça aussi qu'elle a pu rester aussi longtemps. Parce que tu peux faire tout endosser à Didier Lallement, il l'assume. Et c'est arrivé jusqu'à la finale au Stade de France, la finale de la Ligue des Champions, où la dernière conférence de presse entre l'Allemand et Darmanin, tu avais l'impression que c'était Darmanin qui protégeait l'Allemand et plus l'inverse. Enfin, on était vraiment sur un truc assez étonnant, quoi. On est d'accord que, ça c'est un ressenti ce que tu dis. On n'a aucune trace
écrite d'un ordre quelconque venant de, au départ de Castaner, hein, parce que c'est Castaner qui place l'allemand, puis de Darmanin, puis de Macron. C'est plus tes observations semaine après semaine qui te font dire ça, ou est-ce qu'on a des éléments tangibles? Alors, bon, déjà, il y a quand même toute l'histoire de la préfecture de police et des préfets de police où la fonction fait que le lien à l'exécutif est extrêmement fort. Ensuite, je vous invite à lire les déclarations de l'Allemand lui-même, en fait, sur justement le fait qu'il n'est pas là pour se faire des amis. Absolument, oui. Quand il dit par rapport à la gestion du Stade de France qu'il est révocable toutes les semaines en Conseil des ministres, enfin, c'est quand même c'est un faisceau d'indices grave et concordants. Et en fait, c'est lui-même qui allait dans ce sens-là, dans ses déclarations, d'assumer qu'il est là ouais, pour jouer au père Fouettard, à l'épouvantail, ce que tu préfères. On verra si ça s'équilibre un peu, mais en plus, l'Allemand a joué à fond ce rôle de manière très isolée. Enfin, c'était vraiment je suis seul maître en ma demeure et je ne parle avec aucune partie prenante de la sécurité à Paris, à part lui-même. Quand tu vois même les derniers scuds qu'il a balancés sur la ville à propos du 14 juillet, c'est flagrant qu'il est dans une stratégie de tension. Quand tu parlais tout à l'heure de mépris de sa part lors du conseil de Paris, lors des conseils de Paris, ça se caractérisait comment, ce mépris? Ah, j'ai tellement à vous en dire. Ah ben, En fait, vas-y, vas-y. je ne sais pas à quel moment Didier Lallement n'a pas été méprisant. Il y a eu, au tout début du mandat, donc juillet 2020, on a démarré très fort le mandat hein, avec ce qui s'est appelé l'affaire Girard, notamment avec Alice Coffin et des membres du groupe écologiste. On a critiqué le fait que Christophe Girard puisse à nouveau être adjoint à la culture de la maire de Paris. Bon. Ce truc passe à peu près, on vote, il y a une manif, tout ça. On se dit, ce truc va vivre sa propre vie, on verra bien. Et arrive l'heure des questions d'actualité. Donc les questions d'actualité, c'est le moment où tu poses une question, soit à la maire, soit à l'exécutif, soit au préfet de police. Et nous, on a une question d'actualité sur un jeune qui a été éborgné par un tir de LBD dans le 18e arrondissement. Donc sujet grave. La question d'actualité, on l'a travaillé avec Anne-Claire Boux, notre adjointe à la politique de la ville, et normalement, c'est moi qui devais la poser au préfet de police. Là, on apprend qu'en gros, si c'est moi qui pose la question, il va y avoir des incidents de séance. Bon, déjà, bonne ambiance de début de mandat. Donc, c'est ma collègue voisine et amie, Aminata Niakate, qui pose la question sur ce jeune éborgné par le tir de LBD. Et là, tu as Didier Lallement qui ne répond mais absolument pas à la question, mais qui en profite pour dire « Et d'ailleurs, je vais saluer un des serviteurs de la République, etc. etc. » Et en fait, il fait se lever le Conseil de Paris pour applaudir Christophe Girard. On se souvient de Donc ça. ça, c'est un délire, mais total. Avec Anne Hidalgo elle-même. Avec Anne Hidalgo qui se lève avec lui, qui applaudit. Enfin, c'est un manquement au devoir de réserve qui est assez dingo. Mes collègues me racontaient, ceux qui étaient là lors du précédent mandat, que lors du départ du précédent général de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de la BSPP, le général Gontier, qui notamment avait géré les opérations lors de l'incendie de Notre-Dame, il y avait eu une standing ovation également du Conseil de Paris pour saluer le général Gontier. Et là, par contre, Didier Lallement ne s'était pas levé en arguant qu'il n'avait pas besoin d'applaudir ces hommes parce qu'il en connaissait la valeur. Donc vraiment, toujours un double standard dans la provocation. Après, il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'il n'est pas venu pendant la campagne législative et pendant la campagne présidentielle. Moi, ce qui m'effare aussi, ce sont les documents budgétaires. Alors, ça peut paraître technique, j'essaye désespérément d'intéresser les gens à ça. Vas-y. Passionne-nous plutôt que de t'excuser. On a donc plein de documents budgétaires de la préfecture de police qu'on vote à chaque Conseil de Paris. On a les marchés, on a le budget chaque année, on a le compte administratif, etc., etc. À chaque fois que je travaille sur les délibérations de la préfecture de police, il manque des annexes, les tableaux sont vides, les documents ne sont pas envoyés à l'heure, et enfin, c'est un délire, et à chaque fois, je pose la question, y compris à des collègues de la majorité, de l'exécutif, des gens qui gèrent les finances, par exemple, je leur dis, mais qui vérifie les documents que nous envoie la préfecture de police? Il y a quand même beaucoup de moyens, les documents sont toujours très bien bossés quand on les reçoit enfin. Et il me fait, mais je crois que tu es la seule, en fait.
et ça n'est pas normal, en fait, qu'il y ait un tel mépris de la démocratie parisienne, un tel manque de préparation. Didier Lallement refuse de venir dans la commission où on parle des sujets sécurité pour préparer le Conseil de Paris. De la même manière, après beaucoup de tensions en 2020, l'exécutif parisien décide de démarrer une série d'auditions sur le maintien de l'ordre à Paris. Le but, c'est à la fois de mieux gérer du point de vue municipal, par exemple pour prévenir les commerces, mais aussi de faire remonter des observations, des analyses sur le maintien de l'ordre dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Ah oui, j'avais Donc, été c'est entendu lancé. par cette émission, je me souviens. Voilà, Ouais, exactement. Et ouais, donc, ouais, ça a ouais, été lancé en grande pompe par le premier adjoint Emmanuel Grégoire et l'adjoint en charge de la c'est sécurité ça, Nicolas Norman. Et en fait, la préfecture de police a refusé de participer aux travaux. c'est ça. Donc, on avait des scientifiques, on avait des journalistes, on avait des avocats, des associations, et on n'avait pas la préfecture de police, qui a pourtant comme mission le maintien de l'ordre à Paris. Donc, à chaque fois, on a soit du refus, soit du mépris. Euh, les blagues de Didier Lallement sont ses cartes de vœux. La fois où, en décembre 2020, on demande sa démission, on est 70 élus franciliens et franciliennes à adresser un courrier au président de la République demandant le départ de Didier Lallement. Et du coup, on reçoit les vœux de Didier Lallement de sa main, avec la citation de Trotsky et un truc disant, en gros, je suis là pour durer. Et puis cette année, c'était la citation de Clémenceau sur si vous ne vous êtes pas fait d'ennemis, c'est que vous n'avez rien fait. Voilà, tout le temps dans la provocation, le mépris. Le problème, c'est qu'on n'a jamais travaillé avec Didier Lallement. Et là où je rejoins Arié sur l'aspect, le but, c'est pas de noircir le personnage à outrance. Il a fait suffisamment de saloperies comme ça. Mais de dire même, moi, je veux un préfet de police, bon, si tant est qu'on veut garder la préfecture de police de Paris, mais je veux un préfet de police avec qui il est possible de travailler, d'échanger. Il y a des choses qui auraient pu être faites en concertation. Et en fait, on a chaque fois eu une fin de non-recevoir. Alors, on va parler tout à l'heure de la réforme de la PP, de la préfecture de police, telle que tu voudrais qu'elle existe, mais il faut quand même qu'on aborde la question du maintien de l'ordre. Arié a rappelé fort justement que le bilan de Michel Delpech, qui précède Didier Lallement, il n'est pas bon. C'est-à-dire que les éborgnements, les mains arrachées, c'est beaucoup sous Michel Delpech. Michel Delpech, il saute après mars 2019, quand le Fouquet's est attaqué et qu'il y a ce moment étrange du Black Bloc qui est applaudi par les Gilets jaunes et où effectivement là on est à l'acmé de la tension, on va dire, sur les Champs-Élysées. Donc Delpech, il est viré et comment il s'appelle, l'Allemand modifie un peu la donne. Oui, oui, j'ai déjà oublié, toi. Modifie un peu la donne. Il y a un peu moins de LBD. En revanche, il met le paquet sur les motards, mais là aussi, les motards, c'est quand même une réactivation par Michel Delpech, sous un autre nom, hein, ça s'appelait la DAR, le DAR ou la DAR, je ne sais plus, ça devient la Brave M. Il faut dire que Didier Lallement, c'est la seule chose en commun que j'ai avec lui, c'est un motard, c'est un fan de moto. Hein. Oui, oui, non, mais ça a son importance. Par contre, ce que Didier Lallement va faire, là on parle du maintien de l'ordre social, ce que Didier Lallement va faire, et ça, Arié, je pense que tu as pas mal d'affaires là-dessus, c'est qu'il va officialiser la NAS comme la réponse quasi automatique, hein, l'encagement, comme disent les flics, l'encagement des manifestations, avec un maximum d'arrêtés pour empêcher les manifs. Il y a aussi cette pression qui est exercée par Didier Lallement. Est-ce que je me gourre, Arié, en disant ça ou pas? Ah non, il y a une institutionnalisation de plusieurs techniques qui étaient encore un petit peu informelles sous Delpech. Effectivement, les DAR, c'est les ancêtres des braves M, qui eux-mêmes, quand on remonte un petit peu dans l'histoire, ont aussi d'autres ancêtres sinistres, à Bien sûr, savoir les voltigeurs, bien sûr. c'est-à-dire ceux qui ont l'équipage, un des équipages qui était des voltigeurs, qui ont tué Malik Oussekine en 1986 dans un Porsche de la rue Monsieur le Prince. Et donc, on réactive ce type de fonctionnement, c'est-à-dire avec une moto et 2 personnes dessus, Ouais, ce qui donne une forme de célérité et de dynamique. C'est pas l'Allemand qui l'institue, puisque c'est Delpech qui le commence. c'est Sauf ça. que les DAR, ce sont souvent des BAC ou des CSI volontaires
Donc, il n'y a pas quelque chose de très, très, très formalisé encore dans les DAR. C'est au fur et à mesure. Ceux qui souhaitent participer à ce fonctionnement du maintien de l'ordre un peu violent, très violent, de contact, et donc qui ont envie finalement d'en découdre, et c'est ça qu'on va chercher dans ces bacs et dans ces CSI, viennent et participent à ça. Et les CSI toujours volontaires, mais qui vont être formés, qui vont constituer des équipages très importants. Puis on voit des fois une vingtaine ou une trentaine de motos arriver. Donc voilà, il y a une forme d'institutionnalisation. Il y a aussi une institutionnalisation de la doctrine, de la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que jusqu'à même Delpuech, on avait quand même une volonté de rester à distance. Et on se souvient d'ailleurs d'un 1er mai où les policiers n'étaient pas véritablement intervenus alors qu'il y avait un peu de casse et on préférait rester à distance. Et là, on sent que l'Allemand… C'est le fameux 1er mai 2018 où un faux policier, lui, va au contact, il s'appelle Benalla Alexandre, tandis que la préfecture de police de Paris, effectivement, avait fait ce qui était un peu, pour aller très vite, la doctrine dite à la française, qu'on peut discuter, mais de tenir la foule à distance, de ne pas intervenir, pour pas qu'il y ait de casse physique. C'est exactement ça. Voilà. C'est la doctrine depuis, qui avait été elle-même théorisée par le préfet Grimaud en 68, qui consistait à rester à distance pour éviter le maximum de blessés et de contacts entre les policiers et les manifestants. Et là, on sent que c'est totalement l'inverse qui est institutionnalisé, qui apparaît dans les instructions qui sont données la veille des maintiens de l'ordre, probablement dans certaines notes, mais ça, on est en train d'exhumer dans les dossiers de violence policière les notes et les instructions qui sont données, y compris verbalement. Et on sent que l'idée maintenant, c'est d'aller au contact des manifestants, de casser, de faire du mal, d'intimider. Et d'ailleurs, ça s'en ressent, l'usage des matraques. Il y a beaucoup de dossiers où on voit beaucoup de manifestants se faire matraquer au sol violemment. L'usage inconsidéré des gaz lacrymogènes. Alors là, ça va vraiment devenir une technique à part entière de paralysie des manifestants pour les étouffer et pour faire paniquer, parce que ça va entraîner en plus un sentiment de panique. Et donc, ça va créer encore plus de violence, parce que quand on panique et quand il y a encore plus de violence et de confrontation. Et puis, enfin, cette technique dont tu parlais, David, qui est devenue pratiquement systématique, qui est la technique de la NAS. Technique qui était un petit peu utilisée avant l'allemand, qui permettait dans certains moments d'essayer d'entourer ce que la préfecture de police considérait comme des groupes violents, mais de manière ponctuelle. Là, on voit que progressivement, ce sont toutes les manifestations, du début jusqu'à la fin, qui vont être entourées par des cordons de CRS, avec donc un afflux massif de CRS et de gendarmes mobiles qui vont empêcher la manifestation de se dérouler normalement. Moi, je vous donne un exemple. J'étais avec le papa de Cédric Chouviat dans une manifestation. Oui. Il voulait aller pisser, quoi, en fait. Et puis, il essaye de sortir du cordon pour dire voilà, je veux aller aux toilettes. Et on lui dit non, vous ne pouvez pas sortir, sinon vous ne pouvez pas revenir. Et je vois le papa de Cédric qui commence à s'énerver parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il se retrouve avec des forces de l'ordre maintenant depuis le décès de son fils, c'est pas évident pour lui. Et ils veulent rien savoir, pratiquement en mettant la main sur la matraque ou sur l'arme et en venant à plusieurs, uniquement parce qu'il veut aller faire pipi, quoi. Donc voilà un petit peu ce qui se passe depuis l'allemand, des NAS systématiques avec un afflux massif de CRS et de gendarmes mobiles, impossibilité de manifester correctement. On se sent complètement oppressé et le droit de manifester est bien évidemment particulièrement entravé. Le Conseil d'État et la Cour de cassation se sont prononcés sur cette NAS et cet engagement, un peu différemment, parce que la Cour de cassation, dans un arrêt Place Bellecour, c'était une manifestation à Lyon, il y a plus de 12 ans maintenant, et il y avait eu justement l'utilisation de cette NAS intégrale avec, à l'époque, il y avait encore des familles, des poussettes, et c'était une manifestation, sauf erreur de ma part, pour une réforme de l'enseignement, avec des hélicoptères au-dessus, et ils les avaient nassés pendant plusieurs heures. Et évidemment, des plaintes avaient été déposées par plusieurs organisations qui avaient organisé la manifestation.
La Cour de cassation récemment a considéré que n'était pas forcément immédiatement considéré comme une infraction pénale, c'est-à-dire une violation de liberté individuelle, l'équivalent d'une séquestration, si on peut comprendre, mais pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, c'était pas systématiquement une infraction pénale, ça dépendait des circonstances. Le Conseil d'État a été un peu différent, enfin une appréciation un peu différente. Il considère que par principe, une NAS est illégale parce qu'il y a une privation de liberté, parce qu'elle n'est pas encadrée légalement, justement, elle-même, et qu'il n'y a pas de garantie à la réalisation de la NAS. On ne sait pas combien de temps elle va durer, ni quand est-ce qu'elle doit être faite. En revanche, il considère que dans certains cas aussi, elle peut se justifier. Voilà pour résumer un petit peu la situation où on a été obligé finalement de faire appel au Conseil d'État pour essayer de réglementer les pratiques souvent illégales, il y en a d'autres, hein, mais on pourra en parler, du préfet l'allemand. Toi, Raphaël, pendant tout ce temps au Conseil de Paris, la question du maintien de l'ordre est évoquée à plusieurs reprises, avec quand même, il faut le dire aussi, une pression exercée par le Conseil sur la préfecture. Hein. On se souvient de passes d'armes, si je puis dire, parfois entre Anne Hidalgo et le préfet, parce qu'il y avait des associations de riverains ou de commerçants, il y avait des histoires d'assurance, où j'ai entendu dire que il y avait des commerçants qui demandaient absolument d'être dans les périmètres interdits pour pouvoir faire jouer les assurances au cas où les vitrines seraient brisées. Donc c'est aussi ça le maintien de l'ordre. Mais comment le Conseil de Paris a vécu ça, cette évolution du maintien de l'ordre que vient de décrire si brillamment alors qu'il se réveille Harry Halimi? Mal. On l'a mal vécu. On l'a mal vécu déjà parce qu'on est nous-mêmes parisiens et parisiennes. Ouais. Autant vous dire qu'à la gauche de l'hémicycle en Conseil de Paris, on est souvent en manif aussi. Donc on le subit. On essaye également de faire tampon. Pour moi, c'est ça aussi la vraie différence une fois que tu es élu, c'est que tu as l'écharpe. Et en fait, l'écharpe, pour moi, ça doit servir aussi de facteurs de sécurisation, de tampons, de médiation pendant les manifs. Et bah, c'est dur, hein, sous l'allemand, parce qu'il y a cette omniprésence, parce que, il y a des gens qui s'en foutent, en fait, du respect de l'état de droit et de la désescalade. Moi, j'ai vécu plein de moments, très étranges en manif où, pourtant ça fait quelque temps, hein, que j'en fais des manifs, mais où ça y est, on a peur en manif à Paris, où, j'essaye de discuter, avec des forces de l'ordre et alors que je suis identifiée, que j'ai ma carte d'élu, et il n'y a pas de réponse ou il y a des insultes, enfin c'est des trucs assez graves et un sentiment d'impunité, qui me paraît, dangereux, véritablement dangereux. Et en Conseil de Paris, on a essayé plusieurs fois de parler de maintien de l'ordre, que ça soit, sur, l'usage, des LBD, que ça soit sur les NAS, que ça soit, sur le RIO. Et en fait, à chaque fois, Didier Lallement refusait de nous répondre en nous disant que ça, c'était au titre de ses fonctions d'ordonnateur en réalité de la police nationale sur le terrain parisien. Donc il refusait de participer à cette discussion, il refusait toute C'est-à-dire en gros, c'est interpellation à ce je sujet. suis le chef et j'ai pas à justifier devant vous mes ordres. C'est ça? Ou ma Oui, oui, doctrine? oui, en très grande partie et même pour des choses, qui se passent, sur le parvis même de l'hôtel de ville, par exemple. Il y avait eu un campement de personnes sans abri, réfugiées, heu, notamment à l'initiative, de l'association Utopia 56 sur le parvis de l'hôtel de ville. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les braves M, Didier Lallement a envoyé les braves M pour déloger, ce campement de fortune qui était en réalité, une trentaine de tentes, quoi. Il faut imaginer au-delà Alors que de rappelons que précisément les braves M, leur justification, c'est de dire les manifestants sont de plus en plus mobiles, donc il faut pouvoir voilà, policièrement intervenir le plus vite possible. Alors que à Caen, c'est c'est exactement ce que précisément, j'allais te dire, c'est qu'en ils fait, disent ce on type. n'est pas Ah face ouais, à des unités, ouais, manifestantes, mobiles et dangereuses. Enfin, on était face à, une association et des familles avec des enfants en bas âge, ouais. sur un campement de fortune devant l'hôtel de ville et ne serait-ce que donc voir débarquer les braves M qui commencent quand même à être connus, du mouvement social et connus en mal,
Et il faut imaginer aussi l'aspect extrêmement anxiogène, parce que les braves M interviennent avec leur casque. Avec leur Bien sûr. casque, donc tu as ces unités totalement déshumanisées, qui sont, parties, à la fois de la compagnie d'intervention de la préfecture de police, mais aussi de la BAC, et donc il y a un truc très très violent à les voir intervenir, et enfin et juste extrêmement, anxiogène, quoi. Ça, c'est générateur de beaucoup de tensions. On lui a posé la question, de la même manière qu'on lui a posé la question, par exemple, de l'évacuation du campement à République, où on a aussi des élus qui ont été, traînés par, les forces de l'ordre. On n'a Et jamais des eu de journalistes, réponse, et des journalistes, bien sûr. Alors j'ai presque failli l'oublier, Flavie étant Lugier, donné que c'est tellement régulier, et vraiment il y a eu quelque chose sous, Didier Lallement, de pousser jusqu'au bout la logique et véritablement de sortir la préfecture de police et ses actions du champ démocratique. Là, c'est comme ça que je l'ai vécu pendant ces 2 dernières années de mandat, que ça soit sur l'aspect institutionnel, l'aspect statutaire, l'aspect gestion RH, l'aspect, maintien de l'ordre, ou même sur l'aspect financier. Alors, J'ai eu l'impression qu'on était, hors démocratie quand on parlait de la préfecture de police. Alors, je vais me faire l'avocat du diable et bon, comme il y a un avocat professionnel, il sait qu'il faut bien que quelqu'un se dévoue. Est-ce que finalement, ce que vous êtes en train de dire sur Didier Lallement, tu l'as un peu esquissé tout à l'heure, mais en réalité, on l'a toujours dit quasiment de tous les préfets, en tout cas ceux qui étaient les plus à poigne, et la plupart sont à poigne. Est-ce que la différence avec Didier Lallement, c'est peut-être le fait de l'affichage, de la visibilité de ça, et notamment le maintien de l'ordre? Mais pour le reste, s'affranchir du regard des autres, ne rendre de compte finalement qu'au ministre et même pas au directeur de la police nationale, puisque c'est le ministre de l'Intérieur qui le nomme, et même parfois d'être au-dessus de lui et d'aller directement avec l'Élysée, ça, en fait, c'est de tout temps que ça a été comme ça, non? Je me trompe ou pas? à qui tu poses la question? Oh, ça va, hein, toi? À vous deux? Non, à vous Moi, deux? je veux bien aller un peu plus loin que ce qu'esquissait Raphaël. Je disais tout à l'heure qu'il y a quand même une continuité dans la préfecture de police. Je vais parler quand même de la singularité de l'allemand. Euh, et effectivement, sortir du champ démocratique, c'est pas que sortir du champ démocratique, c'est sortir du champ légal. Oui, C'est-à-dire que l'allemand, il a pas que théorisé, il a mis en pratique une technique qui consiste, que moi j'ai appelé la stratégie de l'illégalisme, et qui consiste à sortir du champ de la loi, donc à commettre des infractions pénales, euh, pour essayer de tester le législateur et l'opinion publique. Je vais vous donner des exemples. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le Covid, la période du Covid et la première période du confinement, on ne pouvait bien évidemment pas sortir, ou en tout cas dans certaines situations. Et Didier Lamont a mis en place le dispositif drone, oui. c'est-à-dire qu'il faisait circuler au-dessus de nos têtes des drones. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de cette vidéo où on voit rue de Rivoli, pas très loin du Louvre, des personnes se faire héler par un drone avec un haut-parleur en leur rappelant les obligations en matière de confinement. Donc, un peu un film de science-fiction appliqué à la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les drones, ils n'avaient pas le droit de circuler à ce moment-là, et encore moins pendant cette période. Que pour faire circuler des drones, il faut un texte légal avant ça. C'est-à-dire que le préfet l'allemand, qui fait partie de l'exécutif, ou en tout cas du réglementaire, il ne tient son pouvoir que de la loi. Et là, on voit le préfet l'allemand faire sortir des drones. D'abord, il n'avait pas le droit forcément de les avoir ni de les acheter, et encore moins de les faire circuler et de les utiliser. Évidemment, il les avait déjà utilisés dans des manifestations pour essayer de surveiller les manifestants et les opposants politiques. Et ce que je vous dis, c'est pas n'importe quoi, puisque le Conseil d'État a été saisi et par la Quadrature du Net et par la Ligue des droits de l'homme pour faire reconnaître que l'utilisation de drones dans le ciel parisien était totalement illégale. Et le Conseil d'État a condamné le préfet allemand. Et le problème, c'est que le préfet allemand, il n'en a rien eu à foutre. C'est-à-dire qu'il a continué à utiliser ces drones. Et là, on a un franchissement rarement atteint dans l'histoire de l'administration. C'est un préfet qui n'en a rien à cirer des décisions du Conseil d'État, alors même qu'il est déjà dans l'illégalité et qu'il continue encore plus à l'être,
puisqu'il refuse d'exécuter une décision du Conseil d'État et il va continuer à sortir ses drones. Jusqu'à Arié que la loi soit changée et lui donne finalement raison. C'est ça la technique. Exactement, et c'est ça la stratégie d'illégalisme qui a été utilisée pour les drones. On pousse le législateur ou les députés, à l'époque c'était Fauvergue sur la loi sécurité globale, à essayer de légaliser les dispositifs drones. Et puis, comme ça n'a pas fonctionné parce que avec la mobilisation de la sécurité globale, eh ben, ils n'ont pas pu. Il y a eu une censure par le Conseil constitutionnel de dispositifs drones. Eh ben, ils l'ont quand même repassé dans un autre texte. Donc maintenant, les drones sont légaux. Et juste pour finir, il n'y a pas que les drones. L'usage des manifestants qui n'ont pas fait grand-chose, l'usage des gaz de manière massive, l'usage des matraques, le fait qu'on donne des instructions d'aller frapper et de casser du manifestant. Et ça, on sait, hein, c'est documenté. Tout ça, c'est illégal puisque c'est un usage illégitime de la violence policière. Voilà, l'Allemand, il a une particularité, c'est qu'en plus de se foutre du champ démocratique, de se foutre de ses interlocuteurs comme Raphaël, comme la mairie, comme les avocats, comme les journalistes ou comme les manifestants, il se fout complètement de la loi. Et il aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus loin, à mon sens, hein, s'il n'avait pas été plus ou moins arrêté par le travail de la société civile. Tu penses que c'est le travail de la société civile? Parce que je lisais avec passion Pascal Pascariello, très défavorablement connu de nos services, journaliste à Mediapart, qui a dressé hier soir en une de Mediapart un portrait de Didier Lallemand. Et ce qui est intéressant, c'est que les langues commencent à se délier, c'est-à-dire qu'on sent au sein de la préfecture de police de Paris qu'il y avait aussi quand même euh, des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qui se passait. Alors c'est peut-être plus facile aujourd'hui qu'il y a le pot de départ que les langues se délient, mais est-ce que toi, Raphaël, par exemple, tu as senti ou tu avais des gens sur qui t'appuyer, sans citer qui, bien sûr, les malheureux, ou pas du tout? Ou la préfecture suivait d'un seul homme, l'homme solitaire? Ah non, non, il y a beaucoup de gens au sein de la préfecture de police qui ont été choqués à la fois par la politique de Didier Lallemand et sa manière de l'appliquer, et clairement pas des gens du camp progressiste, hein, mais qui pour autant ont vu pas une dérive, mais une manière très autoritaire et très brutale par Didier Lallemand de faire les choses. Je voulais juste donner un autre exemple en termes d'illégalisme. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans une situation très étrange. En effet, on a ce préfet de police qui est censé être un élément de légitimité légale quasiment, hein. C'est lui qui est censé assurer le respect de pas mal de réglementations sur le territoire parisien et autres. Et finalement, parmi nos meilleurs alliés contre Didier Lallemand, on avait la Cour des comptes et le Conseil d'État, qui sont pas des institutions gauchistes par essence. Donc c'était assez étrange de dire qu'on décalait le spectre politique à ce point-là La tellement. toubinisation. Ah mais c'est quand même assez bizarre à vivre. Oui, alors, Raphaël, moi, si je peux me permettre, j'ai longtemps pensé comme toi, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte, alors peut-être que Arié va être pas d'accord avec moi, je ne sais pas. Le Conseil d'État, souvent, ce qu'il dit, c'est revoyez votre copie, ou le Conseil constitutionnel, revoyez votre copie pour que ça passe. C'est pas uniquement, c'est tout pourri ce que vous faites. C'est vous pourriez mieux faire pour que ce soit acceptable. Il y a un peu Alors en fait, ces deux choses-là. c'est un peu mitigé, en effet, tu as raison, parce que ça peut aussi conduire à des évolutions législatives qui donnent raison ensuite, par exemple, à l'usage de drones. Par contre, là où c'est un énorme appui, c'est que, en fait, c'est en termes de moyens. Moi, j'ai pas, enfin, je sais pas pour Arié, hein, mais moi, j'ai pas les moyens de faire les enquêtes et les analyses du Conseil d'État à chaque fois que je prépare une intervention sur la préfecture de police. Donc, moi c'est un vrai appui en termes de travail, y compris sur des éléments techniques. Mais dans une gestion telle que celle de la préfecture de police, les éléments techniques peuvent à mettre le doigt sur là où ça pêche en termes de politique. Là, par exemple, ce que je suis en train de préparer, c'est une demande de contrôle de légalité sur le compte administratif de la préfecture de police. Alors là, pour le coup, on rentre dans le financier et dans le comptable. Le compte administratif, c'est l'exécuté du budget de la préfecture de police en 2021. Et j'ai trouvé une ligne au milieu de tout ça, qui en fait sont 35 000 € pour financer ce qu'on a appelé le mur de la honte. Le mur qu'a décidé de construire Didier Lallemand entre Pantin et Paris,
parce qu'il déplaçait les populations usagères de crack en créant le chaos dans le nord-est parisien, sans concertation, de manière extrêmement brutale. Et à un moment, il a décidé tout seul de construire ce mur, qui est, en termes de droits humains, totalement délirant, mais même du point de vue comptable et administratif. Vous imaginez, il fait financer ça par la ville de Paris, alors qu'on est contre, alors qu'on s'est érigé contre, alors qu'a priori, le terrain ne lui appartient pas. Donc, on va se servir des éléments techniques pour essayer de D'accord. casser et de mettre en difficulté l'aspect politique. Question du chat de Jamé. Est-ce que, alors, attends, je vais prendre l'intitulé exact. Euh, donc, c'est Jamé qui vous demande, est-ce que malgré son heureux départ, Didier Lallemand, pourra toujours être poursuivi pour ses mégestions, alors notamment des violences policières ou de ce dont vous êtes en train de parler? Alors, juste d'abord te dire que je ne suis pas d'accord avec toi, mais par principe, hein, David. Moi, j'aime bien ne pas être d'accord avec toi parce que ça te fait un peu plus parler. Mais sur le Conseil d'État et sur les juridictions administratives, je sais à quoi tu fais référence, et notamment à la vision globale qu'il pouvait avoir de l'usage des drones en disant, bon, tant que les garanties fondamentales ne sont pas trouvées, l'usage des drones doit être prohibé. Mais en gros, le Conseil d'État, il dit, c'est pas un type comme l'Allemand de faire la loi. C'est ça que rappelle le Conseil d'État. Donc, ils ont une vision beaucoup plus conciliante à l'égard du travail du législateur, lorsqu'ils rendent des avis préalables sur des lois, par exemple. Et ils essayent de trouver un équilibre entre les restrictions de liberté et les garanties fondamentales qui doivent être accordées aux justiciables. En revanche, quand il s'agit d'un type qui franchit des bornes, il lui rappelle souvent, et le Conseil d'État, il a été assez sévère avec l'Allemand. Hein. Et pas que le Conseil d'État. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour le tribunal administratif, au moment de la marche des libertés, pendant la mobilisation de la loi sécurité globale, où on devait organiser c'était juste après d'ailleurs l'affaire Zegler, hein, parce qu'il faut rappeler aussi que c'est sous l'Allemand que l'affaire Zegler s'est Absolument, déroulée. bien sûr. Le laxisme et l'impunité à l'égard des policiers relevant de la préfecture de police de Paris expliquent beaucoup aussi des violences qui ont été commises et de l'extension de la violence. Rappelons les morts. Hein. Juste un petit ajout là-dessus, Arié. Faut se souvenir aussi, après les manifs qu'il y a eu contre les violences policières suite à la mort de George Floyd, Didier Lallemand avait envoyé un courrier à l'ensemble des policiers et policières de la préfecture de police intitulé « Ne doutez pas », et disant très clairement que ceux qui accusaient la police d'être structurellement violente ou raciste mentaient. Et ça, vraiment, dans le genre courrier orwellien, j'ai rarement vu mieux ou pire. C'était quand ce courrier? C'était, j'ai la date quelque part, mais de mémoire, c'est novembre 2020. C'est les journalistes de préfecture qui notent tout. Je ne réponds pas, ni préfecture ni journaliste. Sur la question du chat et de procédure d'instruction en cours contre le sieur l'Allemand. Rappelons aussi notamment qu'il y a des plaintes qui ont été déposées pour la manifestation du 12 décembre 2020, où il y a même un avocat qui a été interpellé sans aucune raison. Il y a beaucoup de gens c'était une nouvelle technique qui avait été utilisée par l'Allemand à ce moment-là. Les fonctionnaires, les agents du maintien de l'ordre venaient directement dans le cordon interpeller des gens en fonction de la couleur de leurs vêtements ou de la couleur de leur parapluie. Hein. Rappelons l'affaire. Oui, bien sûr. On est dans un délire total. Donc, il y a des plaintes qui ont été déposées sur le 12 décembre. C'est en cours en instruction. Il y a des plaintes qui ont été déposées à chaque fois qu'il y a eu des usages d'armes. Alors, rappelons, pour l'une des instructions qui est en cours, qui pourrait aboutir à la poursuite de Didier Lallemand, parce que ça prend un peu cette orientation, c'est l'anniversaire des Gilets jaunes, place d'Italie, Manuel Coine, qui prend une grenade tirée par un cougar et qui perd un œil. Place d'Italie. Et pourquoi est-ce que le préfet allemand peut être visé en tant que hiérarchie? C'est que c'est lui qui donne, alors que le rassemblement vient de commencer, il est pacifique, qu'il décide, d'ailleurs, c'est pas anodin, d'organiser ou de faire organiser ce rassemblement Place d'Italie alors qu'il y a des travaux
et donc des produits de chantier qui sont sur le sol. Hein. C'est un peu le bordel. Donc, ils décident d'endroits qui peuvent être stratégiques pour créer la confusion et le bordel aussi. Hein. Idéalement, c'est aussi une de ces techniques. Et il fait une nasse de toute la place d'Italie alors que la manifestation n'a pas commencé. Et il interdit la manifestation, alors on le saura plus tard, au moment de son début. C'est-à-dire qu'il ne prévient même pas les organisateurs. Et donc, ça crée un climat terrifiant où les personnes ne peuvent pas sortir de la nasse. Et il commence à gazer des gens qui ne peuvent pas sortir de la nasse. Et évidemment, on a ce drame de Manu Kwan qui perd un œil. Donc, c'est lui qui a donné les instructions qui ont conduit à l'éborgnement de Manu Kwan. Et c'est pour ça qu'il y a une instruction qui est en cours. Et il y en a plus des dossiers, surtout. Ces instructions, elles sont en cours. Évidemment, c'est moins évident pour des juges d'instruction d'entendre et de faire poursuivre quelqu'un qui est en fonction. Et on peut le comprendre parce qu'on a une volonté de la justice de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'administration. C'est une coutume française depuis la Révolution française, même si ce n'est pas forcément légal. En revanche, on pense véritablement, et on l'espère tout au moins, que dans les années qui viennent, il aura à rendre compte et que sa retraite ne sera pas facilitée, évidemment, par toutes ces procédures pénales. Alors, à propos de retraite, Sorcière vous demande dans quel poste ou autre mission confort va-t-il se retrouver? Est-ce qu'on sait, on va parler de son successeur dans quelques instants, mais est-ce qu'on sait ce que Didier Lallemand va faire tout à l'heure quand il va quitter la préfecture, la cour d'honneur? Alors, moi, pour tout vous dire, l'année dernière, j'avais eu une forme d'inspiration. Au mois de juin, je m'étais dit, mais quel âge il a, Didier? Quel âge a Didier? Et c'est là que j'avais vu que son anniversaire était au mois d'août et qu'il allait Tu avoir l'appelles pas Dédé? 65 ans. Tu l'appelais pas Non, Dédé? je l'appelle Didier. Je Didier. l'appelle Didier. Bon, Parce que ok. s'il commence à m'appeler Rafou, je vais mal le prendre, donc je l'appelle Didier. Ouais, pas bête. Tu vois. Et donc, prise de cette inspiration subite, je vérifie sa date d'anniversaire. Il est né au mois d'août, il va atteindre l'âge de 65 ans et je me dis, yes, c'est bon, il va devoir partir de la préfectorale. Quelques collègues et contacts qui se demandent si, comme un ancien préfet de police de Paris avant lui, il finirait pas ministre d'État à Monaco. Parce que franchement, dans le genre placard de pré-retraite, c'est plutôt sympa. Donc voilà, mais je ne sais pas en fait qui serait en mesure d'accueillir Didier Lallemand sans terreur et sans effroi, parce que ça a quand même ça a donné une image exécrable de la préfecture de police de Paris et puis même en interne des institutions. Il y a une forme de grand ouf de soulagement général à le voir partir. Arié, tu ne vas pas l'accueillir dans ton cabinet comme Mais j'y conseiller, pourrais. comme conseiller Conseiller spécial. spécial, conseiller technique. T'imagines? J'aimerais Bon bien le alors, prendre comme stagiaire, hein, moi, et comment? lui donner un code. Ouais, j'aimerais bien le prendre comme stagiaire, lui donner un code et lui enlever son képi. Et puis qu'il aille faire quelques photocopies aussi, ça peut être rigolo. Non, mais non, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je n'ai pas forcément envie qu'il fasse quelque chose, ni qu'il aille sévir ailleurs. Parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de mal. On a théorisé un petit peu, on a vu un petit peu ce qu'il a fait, mais je pense qu'il faut quand même rappeler la douleur et la souffrance de toutes les victimes de l'allemand. Parce que pour le coup, c'est dans l'absence de continuité, il y a quand même eu, et je pense que tu le sais mieux que n'importe qui, David, puisque tu as recensé les victimes pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais moi je les vois. Qui sont obligés de vivre avec un œil en moins, avec une main en moins, avec leurs vies qui ont été détruites en partie. Ils les reconstruisent, hein, évidemment, mais c'est extrêmement compliqué. Et oui, le préfet allemand, il y est pour beaucoup. Et oui, il a un cynisme total à l'égard de la souffrance des êtres dont il est censé assurer la protection. C'est son rôle premier, normalement, d'assurer la protection des manifestants et des personnes qui sont dans la rue, dans le ressort de la préfecture de police de Paris. Son rôle n'était pas de détruire leur vie. Et il l'a fait volontairement, en conscience, en donnant des instructions qu'il savait
générait cela. Il était à Bordeaux, ça avait déjà été le cas. Il y avait déjà eu des blessés graves à Bordeaux, il ne faut pas Voilà, l'oublier. le chat rappelait ça tout à l'heure, hein, que quand Didier Lallemand arrive à Paris, il est précédé d'une réputation qui est pas très bonne, puisqu'il y a même Alain Juppé, qui droit dans ses bottes, comme on le sait, était très content que Didier Lallemand parte de Bordeaux. Je crois même que le surnom qui était donné à Didier Lallemand, bah, je le dis même pas ici tellement il est terrible, il était terrible. Euh, donc c'est là aussi où quand même on se dit, on se rappelle aussi de la du, du discours de comment il s'appelait Castaner, là encore un oublié celui-là, ne tremblez pas, n'ayez pas la main qui tremble hein, quand il arrive, quand il le nomme dans la cour d'honneur. Euh, Ouais, et toujours la référence à Clémenceau d'ailleurs. Ils toujours ont voilà. joué beaucoup là-dessus. Il a été traité de nazi, oui, c'est ça. C'est le gauchiste Alain Juppé, dit Kaof 94, qui se souvient sans doute de sa lecture du Canard enchaîné, puisque c'était le Canard enchaîné qui avait révélé que Alain Juppé, le gauchiste, appelait Didier Lallemand le nazi. Ce qui est quand même... bon, Ouais, mais ce qui est il y a excessif, aussi, ok, mais... Enfin, bref, David, oui, un dernier point, outre la douleur des personnes qui ont été blessées, bien maltraitées sûr, et autres, il y a bien beaucoup, sûr. beaucoup d'invisibles, hein, parce qu'on ne parle que de ceux qui ont eu des blessures graves ou des mutilations, mais ça concerne des milliers de personnes dans les manifestations. Mais il y a aussi une dernière chose, c'est qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal aux institutions. Euh, il a une logique du mensonge terrible. Euh, il a utilisé le mensonge à chaque fois qu'il y a eu des morts ou des blessés. Alors, certes, c'est pas sa caractéristique, c'est pas sa singularité, puisque l'État aussi fait la même chose. Mais il a été dans l'outrance, il a organisé le mensonge dans les dossiers à la suite de la mort de Cédric Chouviat. On voit comment la préfecture de police de Paris communique en disant que Cédric est mort d'un simple malaise cardiaque, alors qu'ils savent dès le début qu'il a été tué, étranglé et plaqué par des policiers. Et ça, on voit que ça vient directement du haut de la préfecture de police de Paris dans les éléments. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'usage de ce mensonge, ça décrédibilise les institutions à l'égard des justiciables, des administrés, qui ont de moins en moins confiance dans les institutions parce qu'ils découvrent un mensonge que l'on sait existant depuis toujours, mais là qui est manifeste, qui est grossier et qui empêche les victimes d'obtenir leur vérité. Voilà, c'est pour ça que ça fait du bien quand même qu'ils partent et qu'on ait plus type. Et on espère qu'il n'y aura pas une pérennisation de ce qu'il a créé au sein des institutions et de la préfecture de police de Paris. Alors justement, donc là, il reste deux petits thèmes à aborder. La connexion flanche un peu, mais alors Raphaël, il a un professionnalisme extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a raconté dans le chat ce qu'elle avait dit. Alors certains l'avaient entendu, d'autres l'avaient pas entendu. Voilà, Raphaël, voilà, la chapeau là. J'essaye, mais je vais devoir vous quitter dans pas trop Ah, longtemps. dans pas trop longtemps. Alors, je parlerai peut-être de Nunez avec Ari Halimi, mais toi, Raphaël, euh, je voudrais, si tu as encore 2 minutes, quelle serait pour toi la réforme de la préfecture de police souhaitable? 2 minutes, comme à l'Assemblée. Sinon, Euh, je coupe le micro. Là, en fait, c'est le grand sujet, c'est le grand débat. Oui. On a un communiqué de presse du groupe écologiste de Paris, je ne vous mens pas, qui est prêt à être envoyé dès que la nouvelle du départ de Didier Lallemand est officielle. Et en conclusion, en ouverture, on demande un vrai débat sur le statut et les missions de la préfecture de police. Parce qu'il y a une vraie tension, et je vous avoue, même moi, je ne sais pas encore Mhm. entièrement. Est-ce qu'on veut supprimer la préfecture de police de Paris et rentrer dans le cadre commun, le cadre du droit ordinaire, ou est-ce qu'on veut véritablement codifier son fonctionnement, son rôle, ses statuts, pour permettre aussi d'en penser des contre-pouvoirs et des instances de contrôle démocratique. En tout cas, ça mériterait d'être discuté. Il y a eu des recommandations du Sénat, de la Cour des comptes, qui a minima demandé la normalisation sur les 2 directions dont je vous parlais, la direction régionale de la police judiciaire et la direction du renseignement. Ça n'a pas été fait, qui demandait la normalisation aussi vis-à-vis des pouvoirs de police dans les départements de petite couronne, ça n'a pas été fait non plus. Là, on approche des JO 2024, on voit que les problématiques de sécurisation vont être terribles, qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prête,
que le recours à la sécurité privée va être massif, mais que même ce secteur-là n'est pas prêt, sachant que c'est pas un bien en soi de laisser ça au privé. Bref, les enjeux sont énormes et je vous avoue que, en termes de moyens, qu'est-ce qui serait le plus démocratique et le plus efficace? Je suis pas certaine. En tout cas, on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer à avoir un préfet, qu'importe que ça soit l'allemand ou Núñez, qui est seul maître en son palais, qui ne rende compte à personne. C'est extrêmement dangereux et on le voit aussi bien sur l'opérationnel, sur les drames, sur les vies détruites par les violences policières, par le maintien de l'ordre extrêmement brutal, que par rapport à la destruction du discours public et des institutions. On est face à un exercice du pouvoir extrêmement dangereux. Donc, va falloir que ça change. Le problème, c'est que je fais pas confiance à Didier Lallement pour être un préfet de police respectueux des institutions et bienveillant dans sa politique. Je fais pas non plus confiance en fait à Gérald Darmanin. Hein. Moi, j'oscillais toujours un tweet sur deux. Est-ce que je réclame Darmanin démission ou Lallement démission? Et je pense pas que la Macronie soit prompte à faire une réforme ni de la préfecture de police, ni de la police en fait, qui pourrait être satisfaisante. Mais on va essayer de porter ce débat, au moins de clarification de ce qu'est la préfecture de police. Parce que tant qu'on n'a pas cette clarification, en fait, on n'aura jamais une réponse et on va essayer d'avoir des voies de recours, notamment par le droit. Alors, c'est probablement insuffisant, c'est pas entièrement satisfaisant politiquement, mais on fait avec ce qu'on a pour le moment. On a compris que tu dois te rendre à des... Vous l'avez? Bon. C'est un problème en fait. Et alors, pardon, mais que sur dis-tu? la police municipale parisienne, je vais me permettre de le dire, on l'avait bien dit. On avait bien dit que la police municipale serait le prétexte au chantage de la part de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur, que dès lors qu'il serait lâché par l'allemand, la maire de Paris serait seule avec sa police municipale. Et là, les derniers tacles de l'allemand sur la sécurisation du 14 juillet et l'insuffisance de la police municipale, on est en plein dedans. Moi, je suis assez flippée par ce jeu de mise en concurrence de la sécurité. C'est d'autant plus précaire et d'autant plus autoritaire. Je te propose de te reconvoquer au poste, n'est-ce pas, pour parler de ça. Merci beaucoup, Raphaël. Juste, Je passe place de la Contrescarpe alors ce soir s'il y a pour autre chose que fêter du ça. café, moi je viens pas. Non, mais surtout, je suis très loin. Mes amitiés à Monsieur Benalla, si jamais il passait dans le coin, puisque c'est sa place préférée. Donc c'est en fin de journée, c'est ça, un pot de départ Ouais, je dûment crois que c'est à déclaré en partir. préfecture ou pas, ou comment ça se passe? Alors ça, j'en ai aucune idée. C'est notamment convoqué par les jeunes de la NUPES. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël. Maître Halimi, est-ce que vous pourriez rester encore Merci à vous. Merci beaucoup. Raphaël. Est-ce que tu peux rester encore quelques minutes? Je voudrais qu'on parle de Laurent Nunez. Je suis qu'avocat, j'ai pas de réunion, hein, tu sais. Donc, Nunez, Ouais. Nunez Laurent, c'est celui qui a priori va succéder à Didier Lallement. Nunez, il a été le grand patron du contre-espionnage. Il a été l'adjoint, l'homme à tout faire, en réalité, la cheville ouvrière de, comment il s'appelait, Castaner. Hein, c'était quand même lui qui était à la manœuvre quand Castaner était plutôt le VRP, on va dire, mais enfin celui qui était le vrai chef d'une certaine manière, c'était Nunez. Récemment, jusqu'à l'heure qu'il est, il est le patron de la coordination nationale du renseignement. Pour ceux que ça intéresse, j'y pense là. C'est un personnage qu'on retrouve dans un petit roman qui s'appelle 19h59, puisque c'est donc le patron du contre-espionnage, du renseignement, on va dire, qui est juste à côté de l'Élysée, qui est en face de l'avenue de Marigny, et il pourrait être le préfet, celui qui va remplacer l'allemand. Il y a quelques papiers qui sont parus, évidemment, enfin très souvent laudateurs, en disant que lui il est sympathique, qu'il appelle les journalistes, qu'il leur répond même à minuit, qu'avec lui la communication va être plus fluide. Est-ce que tu lui donnes des gages? Bon, moi, je l'ai rencontré déjà et j'ai eu l'occasion même de lui serrer la main. C'est lui qui est venu me serrer la main. Je ne pense pas que le préfet allemand en aurait fait autant. Non, vraiment. Donc, on sent effectivement quelqu'un de plus avenant, de plus politique.
qui a plus l'habitude des institutions. Et c'est aussi quelqu'un du terrain, ce que le préfet allemand n'était pas forcément. Hein. Lui, il est considéré par les policiers comme faisant partie du corps policier et très proche des hommes. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On a un exemple quand même, c'est effectivement lorsqu'il était second de Castaner. Il connaît le terrain et le corps. Un homme politique, au sens propre du terme, mais je pense pas que ça va changer grand-chose en fait. C'est qu'on a une ligne, que la ligne, elle est dans une volonté de tendance autoritaire, globalement. Que ce soit l'allemand ou le ministère de l'Intérieur, on a cette ligne au sein du gouvernement Macron, qui était déjà présente avec Valls, hein, et qui consiste à restreindre de plus en plus les libertés de manière générale, la possibilité d'expression et de tenir la population, parce que c'est finalement par l'intérieur et par la préfecture de police de Paris, spécifiquement s'agissant de Paris, qu'on arrive à faire taire les colères et les exaspérations. Nunez, il a parfaitement intégré ça. Je pense que la seule chose qui va changer avec Nunez par rapport au précédent préfet, si c'est lui qui devient préfet de police de Paris, hein, c'est la façon de faire et la communication. Et je pense qu'il va être bien meilleur communicant que l'Allemand, qui lui avait pour vocation à attirer les foudres. Et puis, il prenait un malin plaisir à raconter n'importe quoi pour qu'on le regarde comme un épouvantail. Voilà, je pense que c'est plutôt ça qui va changer avec Nunez, plus qu'une ligne, même si beaucoup attendent qu'on revienne sur un maintien de l'ordre plus traditionnel. Je ne pense pas que ça va changer. On voit d'ailleurs que le Mais oui, mais alors, il ne faut pas oublier une chose auquel on assiste et qui va être nouveau à prendre en considération dans le maintien de l'ordre et dans la gestion des populations, notamment par la préfecture de police de Paris. Là, on assiste à des canicules. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, nous y sommes pleinement et les conséquences sont immédiates, avec probablement peut-être des déplacements de population comme en violent dans le cadre des confrontations à venir sur les gestions des catastrophes climatiques et sanitaires. pour terminer, Arié, quelles sont les affaires sur lesquelles tu travailles, dont tu pourrais nous dire deux, trois choses, où il pourrait y avoir des éléments importants? Est-ce qu'il y a des procès à venir? Est-ce qu'il y a des demandes d'actes qui ont été acceptées? Là, je parle d'instruction. Ah oui, il faudrait aussi qu'on parle de l'IGPN. Bon, mais tu reviendras, puisque l'IGPN change de main. C'est une magistrate qui va prendre la tête de l'IGPN. Je ne sais pas si tu es au courant, qui était il y a encore peu. Oui, tu es au courant? Oui, j'ai vu l'article du Parisien hier qui a eu la primeur, visiblement, de l'annonce du départ de Brigitte Julien. On voit qu'il y a un changement dans les têtes de ces institutions, hein, la préfecture de police et également l'IGPN, qui sont deux rouages majeurs hein, de la politique sécuritaire, notamment l'IGPN. Donc, pour vous dire deux, trois mots il y a plein de procédures en cours, y compris contre les fonctionnaires de police de l'IGPN. Hein, parce qu'on se rend compte, et nous, c'est notre stratégie de lutte, et judiciaire et politique, que la seule manière de freiner ces tendances et les dérives personnelles, c'est de déposer des plaintes et qu'ils aient une épée de Damoclès sur la tête. S'agissant de l'IGPN, la volonté, elle est claire et affichée. C'est de montrer que, y compris au sein de l'IGPN, dans le cadre du déroulement des enquêtes, il y a des mensonges et des falsifications d'enquêtes par les enquêteurs de l'IGPN. Donc, on dépose des plaintes pour faux usage de faux et pour obstruction à la manifestation de la vérité. Il y en a de plus en plus, notamment dans les retranscriptions de vidéos et d'audio. Donc voilà ce que je peux vous dire, parce que je suis soumis au secret de l'instruction. Bien sûr. Alors, même si, évidemment, venant d'un ancien journaliste, ça ne veut pas dire grand-chose, le secret de l'instruction. les journalistes, dont je ne suis plus depuis plus de 10 ans, je le rappelle, ne sont pas soumis au secret de l'instruction. Ah, voilà. Merci, ils sont soumis au secret de l'instruction, mais il y a une tolérance légale qui fait qu'on ne poursuit pas vraiment et on ne condamne pas vraiment les journalistes parce qu'ils ont le secret des sources, pour être plus précis. Voilà. Là aussi, c'est quelque chose
c'est quelque chose qui doit être respecté, monsieur Dufresne, hein, le secret des sources. Absolument, Moi, c'est ce que absolument. Et ici, vous savez que on adore les secrets, hein. Mais du moment qu'ils sont oui. partagés avec le chat. C'est- Bon, mon cher Arié, merci Oui. beaucoup. Ben, Euh, merci à toi, David. on se revoit à la rentrée. Merci pour tout ça. C'était passionnant. Désolé, il y a eu quelques petites coupures, mais vous avez formé un très bon duo, tous les deux. Merci d'être venu, dit Durdonov. Merci Arié, dit Chimou. Bonne journée, te dit aussi Durdonov. J'ai l'impression que le chat, il est un peu à la plage. Merci maître. Alors ça va lui plaire. Merci à vous trois. Merci pour ces échanges passionnants. Niners, merci. Willers, merci. Nostalgique.ch, merci beaucoup. Merci encore une fois, Arquier, dit Jamais. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci, te dit Sabrina. Et Mirko qui prend un abonnement c'est son 11e abonnement. Super. Voilà. Et là, Arié va me dire, bon, alors, pour mes honoraires, comment ça se passe? Non, moi, c'est la commission, hein, mais bon, on en parle hors chat. Hors Allez, chat. bisous. Au revoir, Didier. Allez, Au revoir, ciao. Didier. Au Au revoir, revoir, Didier. Didier. Au revoir, Didier. C'est vrai, tu as raison. Au revoir, Didier. Allez, Didier. Adieu, Didier. Adieu. Adieu. Bon vent, mon petit Didier. Allez. À bientôt, Arié. Merci beaucoup. Voilà les amis. Merci d'avoir suivi ce. Ah, ça m'a fait du bien. Oh, bah, dis donc. Voilà que Shibu offre 5 abonnements. Voilà que la commission d'Ariel Limi va augmenter. Merci beaucoup. Basta, Didier l'Allemand. Encore merci pour cette masse d'informations. Merci RG ZR7. J'ai passé un super moment sur le stream. Merci beaucoup, Chimou. Merci beaucoup à toi. Euh, alors, écoutez, les amis, on essaye de régler les problèmes d'intendance. A priori, vu que c'est OBS c'est le logiciel de stream qui a planté à 2 reprises, je crois peut-être même 3, et pas le logiciel de flux Ninja, ça n'est pas la connexion, ça ne serait pas la box qui serait en cause, c'est ce qu'on croyait encore jusqu'à 1h du matin. Nous allons donc enquêter avec Robin et Glodioman, les modérateurs techno. C'est des dingues, ils sont complètement dingues. Je vous assure, ils sont complètement dingues. Et je salue aussi Eurial et Jessie, les deux modératrices hors pair qui s'occupent du chat et d'autres choses comme les visuels, etc. etc. C'est rigolo parce qu'en fait, moi, sur mon autre écran, je vois que Ari Halimi n'a pas coupé sa caméra, donc je vois qu'il est en train de travailler. Il a gardé sa chemise, hein, je vous rassure tout de suite, mais il est en train de travailler. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas déplacer pour essayer d'avoir une petite information, vous voyez. Hop, comme ça nous ferait un petit au poste. Il se marie menton là. Merci à vous. Bravo les modos. C'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup à toi, Hélène. Ben non, mais c'est-à-dire que ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'on ait à la fois une vue de l'intérieur d'une certaine manière par Raphaël et une vue de l'extérieur par Arié, et on voyait que ça convergeait évidemment sur la question de Didier. Il prépare sa facture, c'est ça. Ah, ça me fait rire, ça me fait rire. Attendez, regardez, il est là, regardez, il est là. Non mais regardez, non mais ça c'est des avocats. Je veux rester en garde à vue. Il fait tourner la montre. Regardez, il est là. Tiens, attends, on t'a pas vu? Vas-y, refais. Aïe. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre la page crédit. J'espère qu'elle va fonctionner. Je vous dis ça dans 2 secondes. Normalement, oui. Alors, je vous rappelle que il y a le débat à l'Assemblée euh, sur la loi de protection du pouvoir d'achat. Nous avions hier dans le chat et dans l'hémicycle Hugo Bernalici, donc c'était assez fandard. Hugo Bernalici qui nous a dit que ça se terminerait absolument pas ce soir comme c'était prévu originellement, ni demain comme ça a été réajusté, mais probablement samedi. Alors moi, je vous dis, les amis, je sais pas quoi faire. Euh,
est-ce que d'abord on essaie de régler nos problèmes techniques? On ne cesse de le faire. Est-ce que vous voulez quand même des retransmissions sans moi, mais après tout, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? J'en profite pour mettre la page crédit. Ah, c'est les crédits d'hier soir. Ce sont les crédits d'hier soir. Pourtant, j'ai bien régénéré les crédits. Donc, écoutez, on fait au mieux, pour la suite des événements. Donc, ce débat à l'Assemblée qui est absolument passionnant. C'est bien d'avoir un endroit de discussion en direct, dit Anne Expectated, qui est là depuis le début. Anne, extraordinaire, depuis les tout débuts d'Opost. Sans toi, ce sera tristouné. C'est quand même apprécié si tu arrives à diffuser le débat, dit Michto. Oui, d'accord. Merci Michto, merci pour ton don. Michto qui nous aide avec ses dons. Je vous rappelle que si vous voulez aider au poste, vous avez 3 possibilités. Les dons, Utip ou Tipeee. Vous avez l'abonnement et donc l'abonnement Twitch. Donc les dons, c'est pour nous ce qu'il y a de mieux. Grâce à vos dons, on achète du matos. Bon, là, mauvais exemple parce que j'ai acheté du matos et la connexion ne fonctionne pas. Mais il faut dire qu'il y a plein de changements, changement de PC, changement d'endroit, de box, de ligne et tout ça. Donc, les dons permettent d'acheter du matériel, mais surtout de rétribuer l'équipe. Dans l'équipe, il y a des modératrices, Jessie sur facture, Eurial en CDD pour l'instant, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, moi-même. Voilà. Sinon, il y a les abonnements Twitch. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur Twitch. Et enfin, il y a Lilo. Pour ceux qui voudraient aider au poste sans bourse dédiée, Lilo, c'est un moteur de recherche solidaire. En fait, vous effectuez des recherches, vous accumulez des gouttes. Ces gouttes, vous pouvez les verser ensuite à des ONG, des associations ou des médias alternatifs, dont le Poste. Et grâce à ça, vous pouvez nous aider avec vos dons. Voilà. Lilo, c'est plus un petit bonus. Exactement. Voilà. Mais pour certains qui ont absolument aucun moyen financier, c'est une façon de nous aider, quoi. Voilà. Merci Ellie, merci Manfou, merci encore Michto, merci Catcall, merci Anne, merci Manfou qui a repris un abonnement, merci Emma Doril, merci Lilo. Merci Ariel qui dit qu'elle a filé toutes ses gouttes. Merci beaucoup. Alors, surveillez les notifications. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on continue les streams de l'Assemblée? Est-ce qu'on... Parce qu'en fait, en faisant les streams, ça nous permet aussi de tester et de faire de tester la bécane. Mais c'est vrai que soyez... Bon voilà, le premier frustré, c'est moi, quoi. C'est même un peu déprimant pour rien vous cacher. Voilà. La suite des débats, c'est 15h, je crois. Merci Raphaël. Donc tu es encore avec nous. Raphaël, je ne sais pas si tu as lu, il y a eu des remerciements après ton départ ils sont plus haut dans le chat. Donc Raphaël Rémy Leleu qui était avec nous. Non, pas des cobayes, pas du tout. Pas du tout. Non, ça a bien tenu pendant 50 minutes et puis après ça a un petit peu décroché, quoi. Catcall, oui, on continue les streams de l'Assemblée. Oui, c'est 15h aujourd'hui et 21h30.
Hélène te dit, Raphaël, merci beaucoup à vous, c'était vraiment très intéressant. Non, quand je parlais de vue de l'intérieur, je voulais dire les coulisses, quoi. Hein, je trouvais intéressant d'avoir le point de vue de Raphaël qui a pu nous parler de ce préfet l'allemand qu'on connaît peu et qui était dans ce rôle de représentant de la préfecture de police au Conseil de Paris, puisque c'est un partage de territoire dont on parle, en réalité. Ça n'est que ça, l'ordre public et la circulation. Merci beaucoup, voilà. Merci, amis de la police et du café, de la tendresse utopiste. Un grand merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Au-Poste, consacré au pot de départ de Didier Lallemand. Merci aux incroyables modos de la paix et techno, Eurial, Jessie, Robin Olivier. Merci à Émile Cheval pour les tasses, Valeur Anarchiste pour le néon connecté, Geoffrey Dorn pour les logos, Sophie pour les débuts, Théo pour les sons, Blast pour le visuel et le partenariat. Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés de la chaîne ou aux réabonnés. Je vous retrouve à 15h, sans doute, si on a trouvé les moyens techniques. On me fait les gros yeux là. Faut que j'arrête. 10h29. En plus, il faut que je donne une interview à Blast à propos de Didier Lallemand. Donc j'ai pris plein de notes pendant l'émission. Je vais faire sortir ça, quoi. On pourrait faire une étude comparée.